Les accidents d'avion sont toujours causés par une combinaison de plusieurs facteurs, et ce qui déclenche la séquence est souvent quelque chose de simple et banal. Mais c'est la première fois que je tombe sur une seule lettre qui déclenche tout. Chaque fois que vous entendez le mot Tenerife dans un contexte aéronautique, les gens pensent presque toujours à la pire catastrophe aéronautique du monde. La collision entre deux Boeing 747 à l'aéroport Los Rodeos de Tenerife remonte à l'île de Tenerife, la plus grande des îles Canaries espagnoles, a en fait subi une série de catastrophes entre les années 1950 et les années 1980 qui ont fait au total 950 victimes. Et cette fameuse collision sur la piste n'était que la pire de celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du dernier incident majeur qui s'y est produit. Une histoire qui a eu lieu un jour de printemps pluvieux en 1980 et celle-ci, je pense que beaucoup moins d'entre vous en ont déjà entendu parler. Le matin du 25 avril 1980, l'équipage du vol Danair, un 008 se préparait à partir de Manchester en Angleterre sur un vol charter transportant des touristes vers l'aéroport du nord de Tenerife, alors connu sous le nom de Los Rodeos. Pendant les années 70 et 80, Danair était l'un des plus grands opérateurs de vol, tout compris en Grande-Bretagne. Affrété par des tours opérateurs pour transporter des groupes fixes de personnes vers des destinations de vacances populaires dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Parmi les types d'avions exploités par Danair se trouvait le puissant Boeing 727, et Danair a en fait été la première compagnie aérienne britannique à importer ce modèle qui a ensuite dû subir plusieurs modifications uniques afin de répondre aux normes de sécurité britanniques. Il s'avérera plus tard que les 727 ont été un désastre financier pour Danair. Mais en 1980, cela n'était pas encore très évident. L'avion que l'équipage allait utiliser ce jour-là avait 14 ans, était en bon état général et pouvait accueillir un maximum de 144 passagers. Avec 138 passagers de réservés, il était presque complet. L'équipage était composé de 5 hôtesses de l'air et de 3 pilotes, ce qui signifie qu'en tout, il y aurait 146 personnes à bord une fois le vol en route. Le commandant de bord était un capitaine très expérimenté de 50 ans qui avait environ 15 300 heures de vol total, dont près de 2000 sur le Boeing 727. Il avait effectué cette route vers le nord de Tenerife 58 fois avant ce vol, ce qui le rendait très familier avec elle en général. Mais comme nous le verrons bientôt, être familier avec la destination ne signifie pas qu'elle ne peut pas réserver quelques surprises. Son second était un premier officier de 34 ans qui, ce jour-là, avait environ 3500 heures de vol au total, dont 618 avaient été effectuées sur le 727. Et le troisième membre de l'équipage de vol était un ingénieur de vol de 34 ans dont l'expérience était similaire à celle du premier officier. Maintenant, tous les pilotes avaient été libres pendant plus de 24 heures avant ce service, et l'heure de départ prévue était à une heure très civilisée. Il n'y a donc aucune raison de croire que la fatigue a joué un rôle dans ce qui allait bientôt se passer. L'équipage était probablement de très bonne humeur alors qu'ils terminaient leurs activités de vol habituelles, vérifiant la météo, les heures et les plans de vol, qui semblaient tous en ordre. On dirait que ce serait un vol très agréable en direction des îles Canaries. Donc, après avoir embarqué tout le monde et terminé la configuration pré-vol, l'équipage a démarré leur moteur et a roulé pour décoller de Manchester à 9h22, avec le capitaine comme pilote en vol et le premier officier comme pilote surveillant. Les phases de montée et de croisière du vol se sont déroulées sans accroc, mais les pilotes ont probablement commencé à se préparer pour l'approche un peu plus tôt que d'habitude ce jour-là. Et cela était dû au fait qu'ils avaient vu lors de leur briefing pré-vol que l'approche qu'ils avaient devant eux allait peut-être être un peu inhabituelle. Vous voyez, dans les îles Canaries, les vents dominants soufflent normalement de l'océan Atlantique à l'ouest, amenant la plupart des vols à approcher de l'est en utilisant la piste 30 afin d'atterrir face au vent. Mais cet après-midi-là, le vent soufflait plutôt dans l'autre sens, de l'est, obligeant les avions entrants à approcher la piste réciproque 12 à la place. Maintenant, nous ne savons pas combien de fois le capitaine ou les autres membres de l'équipage avaient réellement utilisé la piste 12 dans le passé, mais il est probable qu'ils ne le faisaient pas très souvent. Et pour aggraver les choses, l'aéroport du nord de Tenerife était et est toujours notoire pour son brouillard fréquent et rapide qui peut apparaître de nulle part en quelques minutes.
L'aéroport se situe à 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer sur une épaule entre deux montagnes et le brouillard marin qui se forme sur l'océan entre fréquemment en collision avec les pentes ouest de Tenerife et est ensuite canalisé à travers le défilé directement au-dessus de l'aérodrome. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, ce jour-là, la météo signalée à l'aéroport était plus ou moins correcte, avec une visibilité d'environ 6 km et des nuages épars à 400 pieds, brisés à 800 pieds et d'autres nuages épars à 1100 pieds avec une légère bruine. Pas idéal pour bronzer, mais convenable pour atterrir normalement. Mais ces couches de nuages signifiaient également que plus haut sur les flancs de la montagne, le brouillard était extrêmement épais. Si épais, en fait, qu'une station météorologique située à près de 8000 pieds d'altitude sur le flanc de la montagne a signalé une visibilité nulle. Cela signifiait que le terrain très élevé au sud de l'aéroport serait complètement obscurci, y compris le volcan Teide de près de 12 200 pieds, qui est la caractéristique géographique définissante de Tenerife. À cause de cela, l'altitude minimale de sécurité dans l'espace aérien au sud de l'aéroport du nord de Tenerife était de 14 500 pieds, ce qui vaut la peine d'être rappelé. Alors que le vol approchait des Canaries, le copilote a contacté le centre de contrôle de Las Palmas, qui les a autorisés à descendre à 11 000 pieds. Le premier officier a répété cela et l'équipage a initié la descente et après avoir atteint cette altitude, ils ont contacté le contrôleur d'approche du nord de Tenerife et ont signalé qu'ils étaient maintenant à 14 000 nautiques du balise VR Tango Foxtrot Novembre et qu'ils étaient prêts à recevoir leurs instructions d'approche. Avant de poursuivre, il est utile d'expliquer davantage les différentes aides à l'approche que l'équipage allait utiliser ainsi que leurs procédures. Une balise Very High Frequency Omnidirectional Range est un type de balise de navigation radio qui était très largement utilisé à l'époque avant le Global Positioning System et qui est en fait toujours assez courant, surtout ici en Europe. Ces Very High Frequency Omnidirectional Range émettent des signaux qui sont modulés différemment en fonction de la direction de l'émission, ce qui permet au récepteur Very High Frequency Omnidirectional Range à bord des avions de déterminer le relèvement magnétique précis à l'avion. Cela permet aux pilotes de naviguer en utilisant des lignes imaginaires ou des radials définies par un relèvement particulier de la balise. Donc par exemple, le radial de 270 degrés du Very High Frequency Omnidirectional Range pointe vers l'ouest et ainsi de suite. Beaucoup d'aéroports ont des Very High Frequency Omnidirectional Range, installés pour aider les pilotes à localiser l'aéroport avant de commencer à manœuvrer pour l'approche. Il peut aussi être utilisé pour aligner l'avion avec la piste, comme aide à l'approche en l'absence d'un système d'atterrissage aux instruments. Mais dans ce cas, le Very High Frequency Omnidirectional Range Tango Foxtrot November n'était pas réellement situé à l'aéroport. Au lieu de cela, il était situé sur une colline à quelques kilomètres au nord-est de l'aéroport pour maximiser sa portée détectable. Maintenant situé à l'extrémité nord-est de la piste 1230, il y avait une balise moins sophistiquée appelée un localisateur Non-Directional Beacon, avec l'identifiant en code Morse Foxtrot Papa. Une balise non directionnelle, Non-Directional Beacon, est une aide radio suivie à l'aide d'un radiogoniomètre automatique. Et c'est un instrument très simple, qui pointe simplement dans la direction d'où provient le signal, mais il ne contient aucune information radiale, ce qui rend la navigation non-directional beacon moins précise que la navigation à l'aide d'un Very High Frequency Omnidirectional Range. Dans ce cas, la balise Foxtrot Papa utilisée pour marquer le point d'entrée de la procédure d'approche pour la piste 12 était également connue comme un localisateur, pas seulement un non-directional beacon. Et pour approcher la piste 12, un vol en provenance du nord-est, comme l'était ce vol, devrait normalement d'abord passer par le Very High Frequency Omnidirectional Range Tango Foxtrot Novembre, puis tourner au sud-ouest sur le radial 255 directement vers le Non-Directional Beacon Foxtrot Papa. Après avoir atteint le Foxtrot Papa, l'avion devrait ensuite tourner à droite sur un cap sortant de 302 degrés, ce qui le sortirait de l'océan avant de faire un renversement de course en forme de larme à gauche, en direction de l'aéroport. Et à partir de ce point, l'avion serait en position pour capter le système d'atterrissage aux instruments qui guiderait ensuite l'avion jusqu'à la piste. C'était bien plus compliqué que l'approche de la piste 30 plus couramment utilisée, qui consistait simplement à voler vers un non-directional beacon appelé Tango X-Ray, d'où le système d'atterrissage aux instruments pouvait alors être capté immédiatement. La raison pour laquelle ces procédures devaient être effectuées de cette manière était qu'il n'y avait pas de radar disponible à l'aéroport de Los Rodeos. Donc, toutes les approches devaient être interceptées par des arrivées procédurales.
Mais encore une fois, effectuer des approches procédurales n'aurait pas été très inhabituel à l'époque. Et il n'y avait rien dans cette procédure qui était particulièrement hors de l'ordinaire, sauf peut-être ce terrain élevé au sud-ouest dont j'ai parlé précédemment. Merci, Nort. Et maintenant, où en sommes-nous? Oui. Après avoir établi le contact à 13h16, le contrôleur du nord de Tenerife a autorisé le vol à descendre à 6000 pieds en préparation pour traverser Tango Foxtrot November et ensuite entrer dans la procédure d'approche. Le capitaine a réglé la nouvelle altitude autorisée. L'ingénieur de vol a réduit la poussée pour descendre et le premier officier a ensuite signalé que l'avion était à 7 milles nautiques du phare Tango Fox November afin d'obtenir d'autres instructions. Au même moment, il a également demandé la pression atmosphérique locale, QNH, afin d'obtenir la bonne référence à l'altitude au-dessus de la mer et aussi le QFE qui lui donnerait la référence d'altitude au-dessus de l'aérodrome. Une fois ces valeurs reçues et réglées, elles ont ensuite été vérifiées conformément à leurs procédures opérationnelles standards. Et le capitaine a également suggéré que le premier officier règle la fréquence système d'atterrissage aux instruments sur sa boîte radio de navigation. Et il a également confirmé que le cap sortant après Foxtrot Papa serait de 302 degrés. Donc, à ce stade, tout était complètement normal et l'équipage semblait bien comprendre la procédure qu'ils avaient devant eux. Mais à quelques kilomètres à peine, un turbopropulseur sautant d'île en île, appartenant à la compagnie nationale espagnole Iberia, était également en approche de la piste 12, et l'équipage à bord de cet avion communiquait avec le contrôleur en espagnol. Maintenant, les pilotes du vol, un 008, ne comprenaient pas l'espagnol, et d'après leur conversation, il ne semble pas qu'ils aient prêté beaucoup d'attention à cet avion. Au lieu de cela, ils ont continué à surveiller leur position par rapport au VR Tango Fox November. Et à 13h, 18 minutes et 15 secondes, le capitaine a annoncé, sur le point de passer au-dessus. Le premier officier a ensuite rappelé au capitaine que la procédure les appelait à quitter Tango Fox November sur le radial 255, mais il s'avère que l'avion a en fait passé un peu moins d'un mile à l'est du Very High Frequency Omnidirectional Range et après l'avoir dépassé, ils ont également été lents à effectuer le virage à droite, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais vraiment intercepté ce radial 255. Maintenant, nous ne pourrons jamais savoir avec certitude pourquoi cela s'est produit, mais c'était très probablement fait intentionnellement. Vous voyez, la distance entre Tango Fox November et Foxtrot, Papa était très courte, et le vol 1008 se déplaçait à une vitesse aérienne d'environ 250 nœuds lorsqu'ils ont dépassé le faisceau du Very High Frequency Omnidirectional Range. Aujourd'hui, nous ne volerions pas aussi vite en commençant une procédure serrée comme celle-ci puisque nos avions sont maintenant très glissants et prennent du temps pour décélérer. Mais les anciens avions comme le 727 avaient des ailes beaucoup moins efficaces, ce qui signifiait qu'ils pouvaient facilement maintenir les vitesses élevées plus longtemps, puisque la vitesse diminuerait rapidement lorsque les leviers de poussée étaient fermés. Cela signifiait également que la plupart des jets qui approchaient Tenerife à l'époque, y compris celui-ci, dépasseraient normalement légèrement ce premier virage avant de corriger le cap, afin de pouvoir intercepter le cap sortant de 302 depuis le non-directional beacon sous un angle légèrement plus confortable. Le délai entre Tango Fox November et Foxtrot, Papa était trop court pour permettre une interception du radial. Et en plus de cela, s'il survolait directement Foxtrot Papa, il pourrait potentiellement dépasser significativement le motif, ce qui pourrait amener l'avion dans la zone au sud de l'aéroport où l'altitude minimale de sécurité était de 14 500 pieds. Évidemment, ce n'était pas ainsi que cela devait se faire. Une vitesse plus basse aurait résolu tous ces problèmes. Mais parfois, des raccourcis procéduraux comme celui-ci peuvent commencer à s'insinuer par pure commodité et gain de temps. Et si je devais deviner, c'est probablement la raison pour laquelle le capitaine de ce vol a volé un peu large autour du Tango Fox November. En raison de bavardages radio avec le vol Hapag-Lloyd qui décollait de Los Rodeos et d'autres distractions, l'équipage de vol n'a signalé avoir traversé Tango Fox November que 33 secondes après avoir passé le BMIT. Comme mentionné, l'aéroport du nord de Tenerife n'avait pas de radar à l'époque, donc ces rapports de position étaient le seul moyen pour le contrôleur de localiser le trafic. En conséquence, lorsque l'équipage a signalé qu'il venait de passer Tango Fox November, le contrôleur a réalisé que le 727 se déplaçait si vite qu'il risquerait de trop se rapprocher de l'hélice Iberia plus lent devant eux s'il ne faisait rien. Il a donc décidé à la hâte de mettre le vol 1008 en attente afin d'assurer une séparation suffisante du trafic. À 13h, 18 minutes et 54 secondes, le contrôleur d'approche a transmis le message suivant.
Roger, la retenue standard au-dessus de Foxtrot. Papa est en cap de 150, tournez à gauche, je vous rappelle sous peu. Et ce serait le moment critique qui mettrait en marche la séquence de l'accident, alors prenons un moment pour analyser pourquoi. Malgré la déclaration du contrôleur que c'était une retenue standard, il n'y avait en réalité aucun motif de retenue officiellement publié autour de la balise Foxtrot Papa. Il y avait une retenue publiée autour de Tango Fox November, ainsi qu'autour de Tango X-Ray, faisant partie de la procédure de remise en vol pour la piste 12. Mais le vol 1008 n'était pas en position pour entrer dans l'une d'entre elles. Au lieu de cela, le contrôleur a essentiellement inventé un motif de retenue basé sur Foxtrot Papa, et il l'a fait si rapidement que ce n'était probablement pas la première fois qu'il utilisait ce motif particulier. Maintenant, il n'est pas faux ou illégal de créer des motifs de retenue. Cela arrive fréquemment et c'est acceptable tant que ça ne pose pas de problème avec le terrain ou la séparation du trafic. Mais le problème ici était que le contrôleur a dit que c'était une attente standard, ce qui impliquerait que l'attente pourrait être trouvée dans le tableau d'approche publié et devrait donc être vérifiée par les pilotes. De plus, l'entrée dans ce modèle de maintien soudainement proposé ne serait pas très simple à partir de la position d'où l'avion venait maintenant. Ce que le contrôleur voulait que l'avion fasse était de rejoindre un modèle de maintien à gauche sur Foxtrot Papa avec un cap entrant de 150 degrés et un cap sortant de 330 degrés. Si piloté ainsi, l'avion resterait au-dessus d'un terrain relativement bas. Mais pour faire cela, le vol 1008 devrait d'abord survoler la balise, puis tourner à droite sur le cap de 330, voler vers l'extérieur pendant 1 minute, effectuer un changement de cap, puis continuer vers l'intérieur vers Foxtrot. Papa à nouveau sur le cap entrant demandé. C'est une manœuvre assez complexe à effectuer lorsque vous êtes presque au-dessus de la balise. Maintenant, les pilotes auraient peut-être fini par comprendre cela, si ce n'était pour un petit lapsus de la part du contrôleur qui a changé tout le cours des événements. Rappelez-vous que le contrôleur voulait que le vol 1008 vole dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du motif de maintien en effectuant des virages à gauche. Eh bien, cela signifiait que ce qu'il voulait dire était des virages à gauche. Mais ce qu'il a fini par dire était tourner à gauche, ce qui a une signification très différente. Tourner à gauche est normalement interprété comme un ordre de tourner à gauche immédiatement, ce qui n'était pas du tout ce que le contrôleur voulait qu'il fasse ici. Ce qu'il a essayé de dire n'était qu'une description du modèle de maintien qui est techniquement juste informatif, pas un ordre. Et cela avait aussi du sens étant donné qu'il n'avait aucun radar disponible. Les enquêteurs espagnols ont plus tard utilisé cela pour soutenir que le contrôleur n'avait aucune responsabilité dans la délivrance d'une autorisation non standard, mais compte tenu de la façon dont son appel a réellement sonné pour les pilotes, ce n'est pas tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, lorsque l'équipage de vol a reçu ce message du contrôleur, ils ont simplement répondu Roger sans autre lecture ou demande de confirmation. Ils ont peut-être pensé au début qu'ils comprenaient ce qu'il disait, mais en 10 secondes, le capitaine a réalisé qu'il n'était pas capable de visualiser ce que le contrôleur lui demandait. Alors il a dit « C'est un peu étrange la piste ». Il s'est ensuite interrompu avec une confirmation qu'il leur restait 1000 pieds à atteindre pour leur altitude autorisée de 6000 pieds. Et après cela, le premier officier a dit « Non, je suppose que c'est bon ». Le capitaine a continué en disant « Je vais simplement tourner directement à gauche sur 150 quand je passerai au-dessus », ce à quoi le premier officier semblait être d'accord. Maintenant, cela montre que le capitaine croyait clairement qu'on lui avait dit de tourner à gauche, en direction de 150 après avoir traversé Foxtrot Papa, ce qui n'était pas du tout ce que le contrôleur avait prévu. Un ordre de tourner à gauche était totalement incompatible avec une instruction de voler en circuit d'attente entrant sur 150 degrés vers Foxtrot Papa, car, comme je l'ai dit plus tôt, cela nécessiterait un virage à droite suivi d'un changement de cap. Donc, dans l'esprit du capitaine, les instructions n'avaient pas de sens, mais il avait pu identifier 2 éléments dans le message qui lui semblaient clairs. 150 et tourner à gauche. Donc, avec Foxtrot Papa qui arrive maintenant en moins d'1 minute, il n'avait pas beaucoup de temps pour comprendre. Dans une situation stressante, sans comprendre pleinement ce que le contrôleur avait dit, il a accepté que la meilleure chose à faire était simplement d'exécuter la partie de la clearance qu'il comprenait et ensuite d'essayer de comprendre le reste plus tard. Avec le recul, il est facile de dire qu'il n'aurait pas dû agir sur une compréhension incomplète de ses instructions.
Mais avec la pression soudaine du temps et la charge de travail supplémentaire de la clearance de maintien imprévue, il aurait été bien plus difficile de réfléchir avec autant de clarté à ce moment-là. Et il est également important de se rappeler que tout cela s'est passé dans un cockpit de 727 sans affichage de navigation sophistiqué, seulement des cadrans. De plus, la transcription de l'enregistreur de voix de cabine suggère que le premier officier et l'ingénieur de vol regardèrent les cartes lorsque tout cela s'est passé, probablement à la recherche de cette attente standard afin de pouvoir la vérifier. Et le premier officier avait dit « Je suppose que c'est correct », ce qui aurait pu renforcer la conviction du capitaine qu'il avait bien compris l'autorisation. Quelques secondes plus tard, le capitaine, ayant pris sa décision sur la manière de piloter, a concentré son attention sur l'approche rapide du MDB Foxtrot Papa. Il a dit « La seule chose, c'est que nous sommes sur le point de le manquer. » C'est trop proche. Le capitaine et le premier officier ont décidé de régler les 2 radiogoniomètres automatiques sur la fréquence du Foxtrot Papa pour le suivre facilement pendant le maintien. Et enfin, à 13h, 19 minutes et 46 secondes, ils ont dépassé le faisceau Foxtrot Papa légèrement au sud-est, et le capitaine l'a signalé. Cela a poussé le premier officier à signaler le passage du point de cheminement au contrôleur et à confirmer qu'il prenait le maintien. Mais en réalité, ils ont continué à voler tout droit pendant environ 20 secondes supplémentaires, couvrant environ 2000 nautiques, avant de commencer le virage à gauche. La raison de ce retard n'est pas vraiment connue, mais cela pourrait être parce que les pilotes essayaient encore de comprendre la manœuvre qu'ils avaient maintenant devant eux. Quelques secondes avant d'amorcer le virage à gauche, le premier officier a dit « Oh, c'est une attente étrange, n'est-ce pas ?» ce qui indique qu'il était toujours mentalement concentré sur les instructions déroutantes. En réponse à cela, le capitaine a dit « Ouais, ce n'est pas parallèle à la piste ou quoi que ce soit. » Maintenant, je veux juste m'arrêter ici et souligner ce qui est probablement l'un des points les plus importants de toute cette vidéo. Si quelque chose semble étrange avec la clearance et que vous ressentez cette boule au ventre qui vous dit que quelque chose ne va pas, parlez toujours et demandez des éclaircissements supplémentaires. Cela vaut pour tous les domaines de la vie et toutes les industries, mais surtout si vous pilotez un avion. Il vaut toujours mieux demander une fois de trop que pas assez, et je veux que chacun d'entre vous se souvienne de cela. D'ailleurs, c'est exactement le genre de discussion que j'ai régulièrement lors de mes rencontres Zoom avec mon équipe Patreon. J'espère vous y voir la prochaine fois. Allez simplement sur patreon.com/join/mentourpilote si cela vous semble intéressant. Quoi qu'il en soit, à ce stade, ce que l'équipage de vol ne savait pas encore, c'est qu'en dépassant Foxtrot Papa, puis en tournant à gauche sur une direction de 150 degrés, ils étaient maintenant sur une trajectoire pour survoler les pôles nord de la Esperanza, un sous-pic le long de la crête volcanique centrale de l'île qui s'étendait au nord d'El Teide. Le terrain directement sous leur trajectoire de vol prévue n'excédait pas 5000 pieds, mais il se trouvait dans le secteur où l'altitude minimale de sécurité était de 14 500 pieds. Donc, strictement parlant, puisqu'il ne suivait pas une procédure publiée, manœuvrer à seulement 6000 pieds aurait été interdit dans cette zone. Le rapport final attribuera plus tard une partie de la responsabilité à l'équipage de vol pour être entré dans cette zone sans connaître l'aide-mémoire de sécurité applicable, mais il semble probable qu'à ce stade, ils pensaient toujours qu'ils suivaient une procédure officielle, même s'ils ne pouvaient pas la trouver sur leur carte. En même temps, alors que le vol, un 008, terminait son virage à gauche pour prendre la direction 150 et commençait à voler vers le sud-est, le contrôleur d'approche a appelé le vol d'Iberia Airlines devant eux et leur a demandé de confirmer quand ils avaient quitté les 5000 pieds. Peu après, le pilote a confirmé que les 5000 pieds n'étaient pas libres et qu'ils effectuaient le virage pour intercepter le système d'atterrissage aux instruments. Alors que ces appels en espagnol se produisaient, le copilote et l'ingénieur de vol à bord du vol, un 008, continuaient de comparer les instructions de contrôle de la circulation aérienne avec ce qui était imprimé sur leur carte, disant des choses comme « c'est par là, n'est-ce pas ?»« C'est un arbre, n'est-ce pas ?»« Et oui, bien, la retenue va être ici, n'est-ce pas ?» Il est probable qu'ils étaient maintenant très sceptiques quant à la manœuvre qu'ils étaient en train d'effectuer, mais nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% puisque cela n'a pas été formellement verbalisé. Pendant ces discussions, le contrôleur les a autorisés à descendre à 5000 pieds, le vol Iberia ayant quitté cette altitude. En réponse, l'ingénieur de vol a de nouveau réduit la poussée et le capitaine a initié la descente. Mais alors qu'il faisait cela, le capitaine a soudainement dit « Et a-t-il dit que c'était 150 en approche ?»
réalisant que son image mentale de la destination indiquée par le contrôleur n'avait aucun sens. Le premier officier avait probablement soupçonné cela dès le début car il a répondu en approche « Ouais ». Et dû à cette réponse, le capitaine a dit « C'est « Je n'aime pas ça ». Le premier officier a continué en disant « Ils veulent continuer à faire plus le tour, n'est-ce pas ?» Il n'est pas tout à fait clair ce qu'il voulait dire par là, mais il est possible que le premier officier pensait qu'ils étaient censés continuer à tourner à gauche, effectuant un virage de 3/4 sur la trajectoire de maintien sortante, après quoi il reviendrait à Foxtrot Papa sur la direction entrante de 150. Si c'était le cas, cela signifierait que même le premier officier avait effectivement interprété l'appel du contrôleur comme une instruction pour tourner à gauche, et cela expliquerait également pourquoi il n'avait pas pris la parole lorsque le virage a commencé. Quand j'ai lu cette partie du rapport, j'ai vraiment ressenti ce sentiment de froid dans mon estomac. Vous savez, ce sentiment que vous ressentez lorsque vous réalisez que quelque chose ne va vraiment pas, mais que vous ne parvenez toujours pas à comprendre quoi ou comment. Eh bien, nous ne savons pas si les pilotes avaient déjà réalisé à quel point leur trajectoire de vol actuelle était dangereuse, mais la déclaration du capitaine « Je n'aime pas ça » a certainement montré une réelle préoccupation. Vérifiez toujours quelle autorisation vous a été accordée. Et en cas de doute, demandez. Avant que les pilotes ne puissent analyser davantage la situation, le système d'avertissement de proximité du sol s'est soudainement activé à 13h20 50 secondes. Le Boeing 727 était équipé d'un système d'avertissement de proximité du sol de première génération, qui était à la pointe de la technologie à l'époque, mais bien moins performant que les systèmes d'avertissement de proximité du sol améliorés présents dans les avions actuels. Les EGPWS modernes comparent la position et la trajectoire prévue de l'avion à une base de données de terrain numérique, mais les Global Positioning Systems originaux ne pouvaient regarder que le terrain directement sous l'avion en utilisant son altimètre radio. Si le taux de fermeture avec le terrain était trop élevé, il émettrait alors des avertissements de taux de descente ou de remontée, mais si le terrain devant l'avion montait brusquement, le système ne le saurait pas, donc ces avertissements pourraient toujours arriver trop tard. Dans ce cas, l'avion passait maintenant par-dessus l'épaule nord de la crête volcanique centrale en descente, ce qui a entraîné un taux de fermeture du terrain supérieur à 6000 pieds par minute, déclenchant l'enveloppe d'avertissement. Mais la hauteur maximale de la crête devant eux était en réalité inférieure à leur altitude actuelle, donc dans leur trajectoire actuelle, ils n'étaient en aucun danger de heurter le terrain. Cependant, les pilotes qui avaient perdu leur conscience de la position et volaient toujours dans les nuages n'avaient aucun moyen de le savoir. En réponse à l'avertissement du système d'avertissement de proximité du sol, le capitaine a immédiatement annoncé « D'accord, dépassement », un ancien terme britannique signifiant « faire demi-tour ». Alors que l'ingénieur de vol avançait les leviers de poussée à la poussée de décollage, le capitaine a également arrêté leur virage à gauche et a ajouté « Il nous emmène vers le terrain élevé ». Et après avoir dit cela, il a continué à rouler à droite sur un virage de plus en plus prononcé à droite. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est de lever le nez pour initier la montée. Et pourquoi donc ? Eh bien, lors de la formation à la réponse système d'avertissement de proximité du sol, nous, les pilotes d'aujourd'hui, sommes tenus de pratiquer une manœuvre d'évasion de terrain dans le simulateur qui comprend la déconnexion des automatismes, la mise en pleine poussée, le cabrage jusqu'à 20 degrés, s'assurer que le levier de frein de vitesse est baissé, faire les bons appels, etc. Cette manœuvre est inculquée à tous ceux qui volent aujourd'hui afin de s'assurer que la réponse à un avertissement de proximité du sol est immédiatement exécutée et sans question. Il s'avère que le capitaine et l'ingénieur de vol avaient également suivi une sorte de formation système d'avertissement de proximité du sol en 1978 et Danaher avait une procédure de réponse système d'avertissement de proximité du sol, mais à cette époque, le système d'avertissement de proximité du sol était une technologie très nouvelle et il est possible que la formation n'ait été que théorique. Nous ne savons donc pas exactement ce qui se passait dans la tête du capitaine, mais d'après sa déclaration qu'il nous emmène vers les hauteurs, il croyait probablement que l'instruction du contrôleur de tourner à gauche était défectueuse et que le contrôleur leur avait dit de se diriger vers une direction dangereuse. Croyant que l'alerte système d'avertissement de proximité du sol s'était produite parce qu'il tournait à gauche vers un terrain élevé, le capitaine a peut-être pensé que la meilleure façon d'échapper à la situation était de tourner à droite à la place. Donc, sans avoir pratiqué la manœuvre dans le simulateur, la réaction immédiate du capitaine a été de tourner plutôt que de monter, ce qui scellerait malheureusement leur sort.
car alors que le virage à droite se poursuivait, l'avion a survolé le sommet de la crête, puis une vallée, ce qui a augmenté l'altitude radio, silenciant l'alerte système d'avertissement de proximité du sol 10 secondes après son déclenchement. Le capitaine a commenté « Surveillez mes EPR, vérifiant que l'ingénieur de vol maintenait la poussée toga et n'augmentait pas excessivement la puissance des moteurs. » Mais il semble également que le premier officier n'était pas convaincu qu'il prenait maintenant la bonne décision, alors il a annoncé « Je suggère une direction de 122, en réalité, et nous emmène à travers le dépassement. » Une direction de 122 degrés était la direction prescrite par la procédure officielle de manquement à l'approche de la piste 12 qui les emmènerait à l'est au-dessus de l'océan, donc c'était une suggestion assez sensée. Mais un à 2 degrés était également à gauche de leur cap actuel, ce qui contredisait l'hypothèse du capitaine que leur virage à gauche était ce qui avait causé l'avertissement du système d'avertissement de proximité du sol. En conséquence, il a simplement continué à tourner à droite, dépassant le sud, et puis tout autour vers le sud-ouest, directement vers le sommet de la Esperanza, haut de 5700 pieds. Tragiquement, ils auraient peut-être encore pu franchir le sommet s'ils avaient simplement maintenu leur altitude, ou grimpé en suivant la manœuvre d'évasion du terrain. Cependant, en raison du grand angle de banque utilisé, l'avion a perdu de la portance pendant la manœuvre, entraînant une légère descente. Toujours en vol au-dessus de la vallée, l'ingénieur de vol a exprimé sa nervosité en commentant « Sortons d'ici ». Mais le capitaine a simplement répété « Ah, il nous emmène vers les hauteurs ». Quelques instants plus tard, sans aucun nouvel avertissement du système d'avertissement de proximité du sol et croyant avoir corrigé la situation, le capitaine a contacté le contrôle du trafic aérien et a signalé « Danair 1008, nous avons eu un avertissement de proximité du sol ». Ceci a ensuite été suivi par l'ingénieur de vol, qui a annoncé 2 fois que leur angle de virage était maintenant supérieur au maximum recommandé de 30 degrés. Et ces mots ont été les derniers capturés sur l'enregistreur de voix du cockpit. Les montagnes étant enveloppées de nuages, les pilotes n'ont pas vu le danger arriver et le système d'avertissement de proximité du sol n'a pas eu le temps de réagir face à la montagne abrupte devant eux. Donc, à 13h, 21 minutes et 18 secondes, le vol 1008 a percuté le flanc de montagne boisé de la Esperanza à une vitesse de 260 nœuds, à seulement 38 mètres en dessous du sommet de la crête. La plupart de l'avion s'est désintégré immédiatement, tuant tout le monde à bord, et une grande partie de la cabine arrière a ensuite été projetée encore 250 mètres plus loin, par-dessus le sommet de la crête, et ensuite vers l'autre côté. À l'aéroport, le contrôleur a tenté à plusieurs reprises de contacter l'avion suite à leur avertissement de proximité du sol signalé. N'obtenant aucune réponse, il a rapidement activé l'alarme d'accident. Le problème était cependant qu'en l'absence de radar à Tenerife Nord, les secouristes n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait l'avion, surtout qu'il avait pris un virage que le contrôleur n'avait pas prévu qu'il prenne. Cela signifiait que les débris n'ont été découverts que 7 heures après le crash, lorsqu'un couple d'automobilistes sur la route du parc national du Teide a vu des débris et a fait le lien avec les rapports radio d'un avion disparu. Ce crash était et est toujours la pire perte de vie à bord d'un avion britannique. L'enquête a reçu une attention publique considérable, surtout lorsque les enquêteurs espagnols et britanniques n'étaient pas d'accord sur la manière de peser les causes de l'accident. Les enquêteurs espagnols ont écrit que les pilotes étaient finalement responsables de connaître leur position dans un environnement non radar et qu'il était de leur obligation de monter à une altitude sûre dès qu'ils n'étaient plus sûrs de l'endroit où ils se trouvaient réellement. Ils ont également cité l'échec du pilote à demander une clarification lorsqu'ils n'ont pas compris la transmission initiale du contrôleur comme une cause majeure de l'accident, ainsi que leur réponse incorrecte à l'avertissement du système d'avertissement de proximité du sol. Ils ont souligné que si les pilotes n'avaient pas réagi à l'activation du système d'avertissement de proximité du sol, ils auraient survolé la crête en sécurité et poursuivi leur vol au-dessus de la mer. Ainsi, les enquêteurs espagnols ont soutenu que c'était la décision du capitaine de tourner à droite qui les a ramenés vers le terrain élevé et a finalement conduit au crash. Mais l'équipe d'enquête britannique a estimé que l'utilisation par le contrôleur d'un modèle de maintien non publié, qui n'apparaissait pas sur le tableau de bord du pilote, ainsi que sa faute verbale en disant « tourne » au lieu de « tour », ont joué un rôle très important dans la perte de conscience situationnelle du pilote. Ils ont également noté que si le modèle de maintien avait été conçu selon les normes internationales, l'altitude minimale dans le maintien aurait été de 6000 pieds, ce qui aurait incidemment empêché le crash.
Malgré les responsabilités individuelles, la catastrophe a été rendue possible par les infrastructures défaillantes de l'aéroport de Tenerife Nord, notamment l'absence de radars et les procédures d'approche inadaptées. Il faut aussi se souvenir que la technologie de 1980 était bien moins puissante que celle dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est précisément à cause d'accidents comme celui-ci que nous avons aujourd'hui ces systèmes grandement améliorés, et que nous, les pilotes, sommes si bien formés à les utiliser. Cet accident a conduit à des recommandations pour toujours remettre en question les autorisations qui n'étaient pas 100% claires, ainsi que quelques autres recommandations également. Mais à long terme, cet accident a aussi mené à une meilleure formation sur les manœuvres systèmes d'avertissement de proximité du sol, augmentant significativement la sécurité. Notre excellent bilan de sécurité actuel prouve que ces accidents sont aujourd'hui largement évitables. Mais ils ne sont évitables que grâce à des histoires comme celle-ci, et c'est pourquoi je continue à les raconter. Maintenant, veuillez vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire.